Bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meyer, alias l'ADG d'Alias Entrepreneur, qui est un OBNL dont la mission, c'est de dynamiser la communauté de solopreneurs et de propriétaires de très petites entreprises dans leur développement tant personnel, professionnel qu'entrepreneurial. Qui dit OBNL dit partenaire financier. J'aimerais donc remercier le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, ainsi qu'InfoBref, notre partenaire média. Avant de rentrer dans le vif du sujet cette semaine, je vous invite à venir aimer les réseaux sociaux d'Alias Entrepreneur pour rien manquer de toutes les activités qu'on vous offre, autant pour développer vos connaissances que pour réseauter avec d'autres collègues entrepreneurs. Vous pouvez aussi venir donner une mention j'aime à notre page YouTube si vous voulez écouter visionner en fait tous les épisodes là, de découverte. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est toujours bien apprécié là, d'avoir votre contribution à notre rayonnement. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Charles Saliba Couture, qui est un copywriter pour les causes. En fait, on a décidé d'échanger avec vous sur la possibilité peut-être de développer une offre de service pour les OBNL autour de vous. Donc, ça peut être un beau bassin de clientèle qui, des fois, est sous-exploité. Alors, on vient un petit peu démystifier comment lui s'est pris, en fait, pour œuvrer auprès des causes, puis comment il réussit à faire sa place dans ce milieu-là. Bonne écoute! Pour ceux qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je rédige, en fait, entre autres, là, je rédige pour des OBNL et des fondations. Donc, je suis copywriter pour des causes sociales, toutes sortes de causes. Donc, ça peut être santé mentale, droits des personnes LGBT, la santé tout court aussi, qui est un domaine dans lequel j'offre pas mal. Et bon, toutes sortes de causes. Et j'offre aussi des services de coaching et de formation en copywriting. Donc, la formation, c'est pour OBNL et Fondations qui vont être lancées cet automne. Et le coaching, c'est déjà existant. Et ça s'adresse autant aux OBNL Fondations, mais aussi aux freelance. C'est mon seul service, en fait, pour l'instant, qui s'adresse aussi aux freelance, le coaching en copywriting. OK. Puis l'entrepreneuriat, c'est arrivé comment dans ta vie? T'as-tu toujours été en affaires ou comment tu t'es lancé dans cette aventure-là? Ben, écoute, je te dirais, non, j'ai pas toujours été en affaires, là. J'ai travaillé pendant plusieurs années, ouais, en fait, je sais pas pendant combien d'années, peut-être une douzaine, comme salarié avant de me lancer à mon compte en 2020. À peu près en même temps que la pandémie, mais c'était pas, tu sais, j'avais commencé à travailler sur mon projet entrepreneurial un peu avant qu'on déclare la pandémie. Donc, c'est pas exactement, directement lié à ça, mais disons que ça a donné aussi un coup de pouce. Puis, ben, je te dirais que honnêtement, tu sais, quand je pense à ça, on parle souvent du parcours entrepreneurial au moment où on se lance, tu sais, Ouais. le moment où on commence à travailler sur nos affaires. Puis souvent, on commence à l'envers en commençant par notre logo et tout ça. Là, j'ai fait exactement ça moi-même. Mais au-delà de ça, tu sais, je me rends compte que la fibre entrepreneuriale était déjà là bien avant, tu sais. Puis, tu sais, je pense entre autres, par exemple, non seulement, oui, à des petits projets que j'avais eus, que j'avais en tête, comme quand j'étais plus jeune, là, quand j'étais, je sais pas, ado ou début vingtaine, j'avais commencé à peindre sur des t-shirts, puis là, je m'étais dit, je pourrais peut-être lancer une entreprise liée à ça et tout. Donc, tu sais, ça faisait déjà partie de moi. Mais ça me semblait être là, ce rêve inaccessible, un peu utopiste, tu sais. Puis après, bon, je travaillais comme salarié pendant plusieurs années dans le milieu OBNL, dans le milieu des coalitions d'ONG, des organismes de défense des droits humains, pour un organisme gouvernemental, dans des centres de recherche, tout ça aussi. Et mais dans chacun de mes emplois, je remarque que j'avais comme aussi un côté intrapreneur. Tu sais, j'avais ce besoin de développer des initiatives, des projets, des programmes, tout ça, ça a toujours été quelque chose qui m'animait énormément. Fait que pour moi, dans le fond, quand je me suis lancé à mon compte, il y en a plusieurs qui vont voir ça comme une rupture, comme quelque chose de complètement nouveau. Mais pour moi, c'était comme un peu dans la continuité, tu sais. J'étais habitué à gérer des projets. Puis là, ben, c'était comme un grand projet là, à gérer.
Fait que toi, t'es passé d'intrapreneur à entrepreneur, dans le fond. On pourrait dire ça quelque part. Je t'avoue, honnêtement, c'est la première fois vraiment que je le dis haut et fort. Je me considérais intrapreneur, mais dans le fond, quand j'y pense, oui, je pense que j'avais ce côté-là. Là. D'accord. Puis là, tu as choisi, toi, de concentrer beaucoup de ton offre de service au niveau des organismes à but non lucratif, donc les OBNL. Pourquoi, dans le fond, est-ce que tu as choisi cette avenue-là? Ouais, je t'avoue que je ne sais jamais exactement quoi répondre quand on me pose cette question-là parce que pour moi, c'était comme une certitude. Je me suis pas posé la question en me lançant à mon compte. Ah, tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui se cassent la tête avec qui je vais travailler. Tu sais, ça va être qui ma niche, puis tout ça. Puis là, ça devient comme toute une affaire. Moi, pour moi, c'était déjà clair. Tu sais, j'allais travailler avec les OBNL Fondation. Puis comme je dis, il y a les freelances qui se sont ajoutés pour mon service de coaching. Puis je vais sûrement développer d'autres services aussi pour les freelances. Mais tout ça pour dire que oui, c'était une évidence, tu sais, que j'allais travailler avec les OBNL Fondation. Et ben peut-être parce que j'aimais, premièrement parce que j'aimais ça, mais aussi peut-être parce que c'est ce que je connaissais, tu sais. C'était déjà le milieu dans lequel j'œuvrais ou je travaillais soit dans ou avec des OBNL Fondation. Fait que c'est déjà quelque chose de familier. Fait que peut-être qu'il y avait aussi quelque chose peut-être de rassurant. Là, c'est moi qui essaie d'analyser ça. Tu sais, il y avait peut-être aussi quelque chose de rassurant d'y aller avec des organisations que je connaissais déjà, dans le fond, un milieu que je connais déjà. Mais à la base, honnêtement, c'est juste parce que vraiment, j'aimais ça. Puis que j'aimais ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment, moi, c'était vraiment ça. Je me voyais pas travailler avec d'autres organisations. Et c'est ça, moi, en fait, ce qui était un peu plus flou, c'était de me dire, c'était quoi le type de service que je vais offrir. Donc, c'était clair avec qui j'allais travailler, mais c'était moins clair exactement ce que j'allais offrir. Fait que, tu sais, quand je me suis lancé à mon compte, j'offrais des services de traduction, de révision, de rédaction. Fait que, tu sais, c'était comme plein de choses liées à l'écriture. Puis assez rapidement, je me suis concentré juste sur la rédaction web. Puis ensuite, c'est devenu vraiment le copywriting qu'on appelle parfois en français là, la rédaction persuasive. OK. Puis, peux-tu, pour ceux qui connaissent peut-être moins l'univers des OBNL, on est deux personnes qui œuvront dans ce milieu-là. Pour toi, c'est quoi les particularités de, tu sais, je sais que tu as œuvré toujours un peu dans ces grandes causes-là, mais c'est quoi les particularités d'un OBNL par rapport à d'autres secteurs? Particularité, tu veux dire en tant que freelance, que je peux avoir comme particularité par rapport à d'autres freelances qui travaillent avec d'autres clients? Oui, tu sais, ce milieu-là, ce secteur d'activité-là, tu sais, de travailler avec des OBNL versus travailler avec des entreprises privées, selon toi, c'est quoi les plus grandes différences? À quoi on est confronté ou Ben, je vais peut-être te donner quelques avantages puis aussi quelques défis. Ouais. Je pense qu'au niveau des avantages, le premier qui me vient en tête, c'est vraiment le sentiment de valorisation. Puis là, tu sais, ça sonne un peu des fois cliché de le dire de même, ah, je me sens valorisé dans ce que je fais et tout, mais honnêtement, à la base, je pense que c'est la principale raison pour laquelle je fais ça. Puis je pense qu'on n'en parle comme pas assez parce qu'il y a vraiment une vision aussi très, très, comment est-ce que je dirais, comme très, tu sais, noir ou blanc dans notre vision des entreprises ou des freelances qui travaillent avec les OBNL, les fondations, avec le milieu des cours sociales, comme si on se disait, ah, mon Dieu, c'est des personnes très altruistes et tout ça. ouais. Je dis pas qu'elles ne le sont pas, elles le sont. Tu sais, tu travailles pas dans ce milieu-là si t'as pas une part d'altruiste, là, on s'entend. Mais il y a une autre partie plus nuancée dont on parle moins, c'est, je pense qu'on vient aussi répondre, je vais parler pour moi, je réponds à un besoin qui est aussi personnel, de me sentir valorisé, de sentir que oui, j'ai un impact qui est plus grand. Tu sais, vouloir avoir un impact plus grand, c'est pas juste animé, selon moi, par l'altruisme à 100%, c'est aussi animé par un besoin profond, venir combler ce besoin-là, pardon, personnel, de se sentir utile, de sentir qu'on se sent valorisé, etc., à travers un impact petit ou grand là qu'on peut avoir. Donc, je pense que j'avais vraiment ce besoin-là profond. Puis, pour revenir à ta question, donc ça, c'est un avantage qu'on a en travaillant avec les OBNL Fondations, c'est ce sentiment de valorisation qui est très, très fort. Il y en a plein d'autres, là, mais je vais peut-être me limiter à celui-là. Puis au niveau des défis,
au niveau des défis qu'on travaille avec des OBNL Fondations, entre autres, il y a le fait que le processus décisionnel peut des fois être un petit peu plus long. Donc, ça peut prendre plus de temps entre le moment, par exemple, où est-ce que j'ai un appel découverte et le moment où vraiment on va, mettons, signer le devis là, pour aller de l'avant, signer l'offre de service pour commencer le mandat. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a l'implication du conseil d'administration, parfois aussi dans le processus décisionnel, tout ça. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Puis, dans mon cas, un autre défi que je nommerais, c'est le fait que le copywriting est moins connu. Le copywriting qui est, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être entendent le copywriting pour la première fois, c'est la rédaction persuasive, c'est-à-dire vraiment, des fois, on le traduit par l'art de persuader avec les mots. Là. Donc, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'avec nos mots, avec nos textes, on peut persuader une personne, l'inciter, si on veut, à passer à l'action. Et souvent, dans le milieu des entreprises, cette action-là, ça va être celle d'acheter, d'acheter un produit ou acheter un service. Les OBNL peuvent avoir aussi des services, mais dans bien des cas aussi, elles peuvent ne pas en avoir. Puis notamment, c'est le cas aussi avec des fondations. Où est-ce que là, l'action, ça va être de faire un don. Fait que souvent, le copywriting, elles vont parfois se sentir un petit peu moins concernées quand on parle de copywriting en se disant, non, c'est plus un type de rédaction qui est faite pour vendre des affaires, des produits ou des services. Alors que le copywriting, ce qui est à la base du copywriting, c'est pas de vendre, c'est de persuader, c'est pas de jouer sur les mots parce que ça a quand même un impact. C'est de concevoir que l'action que la personne va faire, c'est pas juste celle d'acheter, ça peut être aussi celle de signer une pétition, de participer à une campagne, de faire un don, etc. Tu sais. Exactement. Fait que ça, c'est un défi additionnel pour moi de sensibiliser les OBNL et aux fondations au fait que les copywriting les concernent aussi. Ça me fait une étape de plus, dans le fond, avant de passer à l'achat. Donc, c'est un petit défi additionnel d'avoir cette sensibilisation, mais en même temps, je t'avoue que j'aime bien aussi cette étape-là, donc c'est pas quelque chose qui me déplaît nécessairement. Puis un troisième défi et dernier là pour toi, ça serait le budget, qui est je finis par celui-là, mais j'aurais pu commencer par celui-là parce que c'est celui dont on me parle le plus souvent. On me pose souvent la question, est-ce que c'est possible, d'en vivre comme freelance en travaillant avec des OBNL et fondations, parce qu'il y a toujours cette notion du défi au niveau budgétaire. Donc, et ça en fait partie des défis à prendre en compte. Mais encore là, je rajouterais quand même une petite nuance par rapport à ça, dans le sens où quand on parle des OBNL et fondations, c'est pas un groupe monolithique, là, c'est pas tout un ensemble d'organisations qui ont toutes les mêmes objectifs, les mêmes structures, la même gouvernance, le même budget, etc. Là, donc, pas du tout, et les mêmes cultures non plus. Je pense que c'est important de le rappeler. Puis des fois, on peut être surpris. Moi-même, je l'ai été. Des fois, on peut avoir une plus petite organisation, c'est-à-dire de quelques employés qui nous approchent, mais elle va avoir reçu, par exemple, une enveloppe budgétaire gouvernementale spéciale pour un projet. Puis cette enveloppe-là peut être conséquente. Donc, on peut pas toujours se fier à la grandeur d'une organisation en termes de nombre d'employés, parce que des fois, il peut y avoir aussi des enveloppes spéciales sur certains projets. Donc, ouais. Je suis d'accord avec ce que tu amènes parce que souvent, on va se mettre un frein peut-être des fois sur les OBNL en se disant, bon, c'est un peu les enfants pauvres du système, tu sais, mais en même temps, c'est vrai que des fois, ils ont des subventions. C'est vrai que des fois, il y a des sommes non utilisées qui sont accumulées, qui peuvent servir autant pour du marketing, du développement des affaires, de la réflexion stratégique. Donc, des fois, il y a de l'argent qui est là. Puis, il y a des petites organisations qui, effectivement, ont des fonds. Donc, puis moi, ce que j'ai remarqué souvent, puis tu l'as un peu nommé, tu sais, les OBNL sont, des fois, c'est des organisations à part entière. Hein. Ils ont du marketing à faire, eux autres aussi. Ils ont une espèce de vente de services à faire. Puis on dirait qu'ils sont pas toujours bien outillés. Il y a un beau terrain de jeu, je pense, pour des solopreneurs, des entreprises de services, pour aller soutenir ces organisations-là, pour déployer leurs ailes puis se faire connaître. Là. Donc, je pense que même les OBNL, les DG, les directeurs généraux sont pas toujours bien au fait du potentiel aussi que d'autres des entreprises pourraient leur amener dans le rayonnement qu'ils pourraient avoir aussi, puis mieux atteindre leur mission. Là. Donc, je pense que c'est des deux côtés. Là. Oui, je pense qu'il y a il y a plein d'éléments, il y a plein de raisons, en fait, qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a ce défi-là budgétaire
lorsqu'on travaille avec des OBNL fondations. Je pense qu'entre autres, il y a le fait que ces OBNL fondations, puis elles revendiquent souvent, et avec raison d'ailleurs, c'est qu'elles reçoivent beaucoup de financement par projet et non pas des financements structurels. Et ce qui veut dire en fait que c'est pas du financement pour leur fonctionnement dans le day-to-day, dans le quotidien, c'est vraiment pour des projets spécifiques. Des fois, des projets qui ne viennent pas nécessairement d'elles ou de la communauté ou du public qu'elles aident, mais qui vont avoir été déterminés, par exemple, au niveau gouvernemental ou autre. Ça, c'est d'autres enjeux, là. Il peut avoir une déconnexion ou non entre le projet qui a été proposé là par... comment dire, c'est qu'il y a souvent des appels de propositions pour avoir une enveloppe budgétaire. Puis souvent, ce qu'on reproche à ces appels de propositions, c'est qu'il peut y avoir des fois une déconnexion avec les besoins sur le terrain, tu sais. Bref, c'est une toute autre histoire, mais c'est juste de dire qu'il y a comme... Ça dépend pas juste des organisations, c'est ça que je veux dire, c'est que ça dépend d'un plus grand contexte, d'un écosystème, là, comme on aime le dire souvent, là, qui des fois est pas complètement adapté aux besoins de ces organisations-là. Fait que je pense que oui, tu sais, je dis pas que les OBNL Fondations ont pas comme une responsabilité aussi là-dedans, mais je pense que tu sais, c'est pas juste elles qui portent cette responsabilité-là. Là, puis je sais que on en avait déjà parlé il y a quelques mois, toi puis moi, puis je sais que on s'entendait aussi entre autres là-dessus, mais tout ça pour dire que oui, donc c'est une responsabilité qui est partagée. Il y a plusieurs éléments, puis souvent aussi, c'est que le financement va être donné beaucoup à l'exécution du projet en tant que tel. Donc, c'est vraiment dire donc le service. Si par exemple, je sais pas, moi, c'est d'offrir un service pour de soutien à la santé mentale. Bon, l'enveloppe va juste prévoir de donner ce service-là. Donc, penser à avoir des intervenantes en santé mentale, etc. Mais il y a comme quasiment pas dans l'enveloppe budgétaire, dans l'entente, si c'est une entente gouvernementale, il manque de budget pour, par exemple, le marketing. C'est sûr, pour quelqu'un comme moi, un freelance comme moi qui est en marketing, ben c'est sûr qu'après, ça devient aussi un défi aussi pour des freelances comme moi ensuite de travailler sur des projets comme ceux-là, parce qu'on va dire, ben le gros de notre budget, il s'en va vraiment au service en soi et non pas à le faire connaître. Ce qui est quand même aussi un problème, ça pose un problème même au niveau de l'accessibilité de ce service-là, parce que s'il est pas connu par tout le monde, on peut pas dire qu'il est accessible à tout le monde. Tu sais, fait en tout cas, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est juste de dire que le financement touche plein d'affaires. Tu sais, c'est ça en gros. Tu sais, c'est complexe. Et il y a aussi, je pense, une petite part qui est au niveau de la culture organisationnelle. C'est de faire un choix, de se dire qu'est-ce que nous, on décide qui est important dans notre organisation. Est-ce que pour nous, le marketing est important ou pas? Puis on le voit, pour deux organisations à budget égal, il va avoir parfois beaucoup plus d'argent qui va avoir été investi dans une organisation X que l'organisation Y, un budget qui va avoir été consacré au marketing, simplement parce que la direction valorise vraiment le marketing, puis de faire connaître les services ou quoi que ce soit. Et donc, il y a aussi cet aspect-là de culture organisationnelle qui change aussi beaucoup. Fait que c'est là où on voit que il y a des éléments qui relèvent de l'organisation, d'autres qui sont plus contextuels. Donc, c'est un peu complexe, là, toute la question du financement. T'as-tu eu à le faire souvent, d'accompagner des gestionnaires un peu dans cette réflexion-là d'utilité ou du bien fondé du marketing? J'ai l'impression que ça devient un peu un outil pour peut-être aller amener éventuellement à avoir des contrats que de semer des graines un petit peu pour amener l'importance de se faire connaître aussi puis d'éduquer là, ces gens-là. J'imagine que ça doit être un levier pour toi, pour t'aider. Ben, je t'avoue que, tu sais, si je pense, mettons, à mes débuts comme freelance, je le faisais un petit peu plus de me rendre jusqu'à la sensibilisation de la direction générale. J'ai même une fois, on m'a demandé si je pouvais comme faire un pitch devant le conseil d'administration de l'organisation, tu vois. Puis je l'ai fait. Aujourd'hui, pour différentes raisons, je pense que je le ferai moins. C'est comme si, pour moi, il y a comme il y a comme une limite jusqu'où je suis prêt à aller dans cette étape-là de la sensibilisation dont je parlais. Et la principale raison, c'est que c'est très énergivore. C'est pas parce que j'y crois pas ou que je crois pas à son importance. Je pense que c'est super important. C'est juste que je sais que je vais me brûler sinon, tu sais.
c'est comme c'est plus facile, disons évidemment, d'aller avec des personnes qui sont déjà convaincues de l'importance du copywriting. Puis c'est avec ces gens-là généralement que je travaille. Elles n'ont pas besoin de tout connaître du copywriting. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que j'offre des services de coaching, formation aussi. Mais juste si je sens déjà que on accorde l'importance à ça, puis on comprend un peu le processus à peu près de ce qui se cache derrière le copywriting, c'est ce genre de clientèle-là avec lesquelles je travaille le plus souvent. Donc, et moins avec les organisations qui faut vraiment, tu sais, on part de très loin où est-ce que l'on doit vraiment leur expliquer que oui, le marketing c'est important, puis oui, ça vaut la peine d'investir dedans, tout ça, tu sais, ça, j'avoue, je le fais moins maintenant. Mais il y a quand même une belle opportunité pour des gens qui voudraient démarcher puis aller travailler cette clientèle-là que sont les OBNL, que d'aller faire de la sensibilisation. Oui, ça demande du temps, je suis d'accord, parce qu'il y a de l'éducation à faire encore beaucoup, là. Mais, tu sais, puis effectivement, d'aller voir des conseils d'administration, hein, c'est eux autres qui sont les décideurs, souvent, au final, de ces montants investis-là en communication et tout. Puis si quelqu'un... Oui, vas-y. Non, excuse-moi, Isabelle, je voulais juste dire, ça m'arrive quand même encore souvent souvent les personnes avec qui que je rencontre, là, qui sont déjà convaincues par le copywriting, par le marketing, c'est des personnes en direction marketing ou direction philanthropie. T'sais, donc déjà, on a nos appels ensemble, là, elles sont convaincues, et ensuite, elles doivent aller vers la direction générale. Moi, souvent, ce que je propose, c'est, si vous ressentez le besoin, on peut se prévoir un appel les trois ensemble. Donc ça, c'est ce que je propose généralement. Mais c'est ça, tu sais, Puis il faut s'attendre à ça, en fait, si on œuvre avec cette clientèle-là, c'est que c'est des processus, tu le disais, tu sais, qui sont plus longs au niveau de la décision. Donc, il faut être patient, puis il faut, tu sais, c'est ça, faut comme vendre aux différents paliers décisionnels, là, puis c'est ça, leur laisser le temps. C'est un peu moins rapide, mais des fois, ça va être sûrement des contrôles aussi qui sont engageants, c'est ça, qui font une belle différence aussi au final. Là. Je pense que ça vaut la peine des fois de faire ce processus-là pour continuer après ce grand tout. Puis quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui se dit, ouais, ben, tu sais... Bon, j'entends que les budgets sont pas toujours attachés, sont pas toujours évidents. Est-ce que je devrais peut-être, si je veux approcher les OBNL, charger moins cher? Tu sais, des fois, ça peut être une réflexion qu'on a. Est-ce que je garde mon offre de service telle quelle? Est-ce que j'en développe une annexe pour cette clientèle-là? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui auraient ces questionnements-là en ce moment? Je répondrais en fait que ça dépend du modèle d'affaires qu'on a. Pour moi, ça dépend vraiment directement de ça parce que, comme donner un exemple de qu'est-ce que je veux dire exactement par modèle d'affaires, puis en quoi est-ce que ça influence en fait notre prix et notre stratégie de pricing. Ben, si mettons on prend par exemple mon modèle d'affaires est basé sur le principe quasi exclusif, une business quasi exclusive aux OBNL et fondations. Encore une fois, à peu de choses près où est-ce que je travaille avec des freelances pour mon service de coaching. Mais on parle d'environ peut-être comme 5% de mes revenus, de mes activités qui vont justement avec des freelances. Tout le reste, 95%, c'est avec OBNL Fondation, un petit peu aussi entreprise d'impact, mais c'est vraiment principalement OBNL Fondation. Tout ça pour dire, donc ça c'est pour mettre la table, mais c'est de savoir en fait qu'avec un modèle d'affaires comme celui-là, je peux pas me permettre d'avoir des tarifs préférentiels all the time, là, tout le temps, parce que sinon, c'est toute mon entreprise que je mets à rabais. Tu sais. C'est comme si je mettais toute mon entreprise et tous mes services à rabais. Donc, ça fonctionne pas vraiment, à mon avis, si on veut assurer la viabilité de son entreprise. Donc, ça dépend du modèle d'affaires. Si on choisit un modèle d'affaires, par exemple, autre que le mien, ce qui est celui que moi je vois le plus, que je vois assez souvent, on va dire ça de même, c'est un modèle d'affaires qui est dans le fond où est-ce que la majorité des activités sont auprès d'entreprises autres qu'OBNL et fondations. Puis là, on va avoir une part. Et là, savoir c'est quoi cette part-là, 10, 15, 20, 25% des activités ou des revenus qui vont provenir du milieu des causes sociales, donc OBNL, fondation, etc. À ce moment-là, souvent, ce qu'on va voir comme stratégie de pricing, ça va être du high ticket, donc c'est-à-dire des prix élevés pour vraiment les organisations et entreprises autres qu'OBNL et fondations, donc vraiment ce qui représente
la grande partie de notre clientèle, donc le 75%, on va dire. Et pour le 25% restant, qui va être OBNL Fondation, là, on va avoir souvent des tarifs préférentiels et même parfois des mandats pro bono, c'est-à-dire des mandats faits gratuitement pour OBNL et Fondation qui se comptent, par exemple, en fonction d'un certain nombre d'heures ou quoi que ce soit, qui vont être offertes gratuitement à des OBNL Fondation. Donc oui, la stratégie de pricing va dépendre de son modèle d'affaires. C'est intéressant. Puis tu sais, des fois, il y a de l'échange de services qui peuvent être vus. Puis c'est vrai que pour certaines entreprises, le fait de se coller au milieu communautaire, aux OBNL, ça peut avoir aussi une forme ben, ça peut être une forme de marketing, tu sais, de générosité aussi, que d'aller donner une partie de votre business en temps ou à moins cher pour soutenir des organisations du milieu. Ça peut vous permettre aussi de servir la cause, de rayonner aussi, de travailler notre notoriété. Ça permet en même temps de rendre notre expertise accessible. Donc, c'est comme un gagnant-gagnant aussi. Puis je pense que je suis d'accord avec toi qu'il y a moyen de faire un modèle d'affaires exclusif aussi aux OBNL parce qu'il y a aussi des subventions qui sont disponibles. Je pense que les gens qui veulent se lancer dans ça, quand ils commencent à connaître un peu plus le milieu, ben des fois d'amener, tu sais, pour avoir été DG d'OBNL pendant plusieurs années, ben des fois quand quelqu'un m'a convaincu puis que là je me rends compte que j'ai un besoin puis que bon mon copywriter va m'amener à aller chercher plus de clientèle, ben c'est mon travail comme DG aussi d'aller chercher une subvention peut-être pour aller pouvoir payer ce montant-là ou de faire des levées de fonds ou autre pour aller me payer ce service-là. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre un frein sur une peur qu'il y ait moins de budget ou d'être obligé de couper ses prix parce qu'il y a des leviers, il y a des choses qui existent. Fait que vous pouvez aussi, je parle à ceux qui nous écoutent, là, devenir bon pour accompagner ces directions-là aussi dans la recherche de solutions pour avoir accès à vos services aussi. Là. Donc, il ne faut pas se mettre un frein. Puis je pense qu'il y a des grands besoins dans la communauté. Donc, autant pour se diriger vers cette clientèle-là que pour peut-être des fois soutenir la cause puis faire un bout aussi dans de la réduction de prix. Je trouve ça intéressant aussi de soutenir de cette façon-là comme organisation, de décider ou de donner un rabais spécial au BNL pour pouvoir leur donner un coup de main aussi à ce niveau-là. J'ai déjà vu ça aussi. Là. Je trouve vraiment que l'idée est bonne, là, effectivement. Ouais, puis il y a différentes façons, tu sais, il y a différentes façons aussi d'approcher, tu sais, notre stratégie de pricing, tu sais, au-delà de, par exemple, de déterminer certains prix, mais il y a comme une réflexion aussi au-delà dans, tu sais, notre, par exemple, te donner 2-3 exemples. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est, par exemple, moi, j'ai déjà plusieurs services, le copywriting, le coaching en copywriting, la formation en copywriting. Puis, tu sais, j'ai fait le choix, en fait, que on peut choisir de se dire, OK, il y a peut-être 1 ou 2 services. Dans mon cas, c'est coaching, formation, qui vont vraiment être accessibles à petites, moyennes, grandes organisations, vraiment plusieurs organisations, au BNL, etc. Puis, on peut avoir un service, comme dans mon cas, c'est le copywriting, où est-ce que je sais que avec le pricing que j'ai actuellement, c'est peut-être généralement plus moyenne à grande OBNL et fondations en ce moment qui font affaire avec moi sur mon service précis de copywriting. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petites OBNL fondations qui souvent vont avoir des enveloppes budgétaires, comme on disait tout à l'heure, spéciales ou autres. Puis des fois, c'est aussi une question juste de culture, c'est-à-dire que même si elles ont un petit budget, elles ont juste décidé, moi, je vois l'impact, l'investissement que ça peut avoir, puis le retour, donc je décide de le mettre là. Donc, c'est pas juste une question de taille d'organisation, mais c'est juste de dire que on peut aussi construire un continuum de services qui est vraiment, mettons, petit prix, moyen prix, grand prix, selon le service. Puis à ce moment-là, ben on sait que certains services qui vont être plus accessibles que d'autres. Puis mais ça permet dans notre écosystème, quand même, notre entreprise, tout le monde va y trouver son compte, que ça, en choisissant le service qui correspond à son budget. Tu sais. Donc, je pense qu'il y a moyen aussi de construire, de penser pas juste OK, est-ce que mon entreprise va être au BNL ou fondation, mais ça peut être aussi pensé par service, penser ses prix vraiment par service, puis de construire une échelle de prix, petit, moyen, grand. De toute façon, c'est ce qu'on conseille dans le processus de persuasion quand on fait du copywriting. D'ailleurs, c'est nos décisions, on va les faire en commençant par un petit engagement. Donc, on peut penser entre autres quand on donne son courriel pour recevoir une ressource gratuite.
Donc là, ça va être un courriel qu'on va leur donner. Ensuite, on va donner 1 heure de son temps en participant à un webinaire gratuit. Donc là, on a donné de son temps. Ensuite, on va acheter un petit produit ou un petit outil à 50 $. Ensuite, un coaching dans les 200, 300. Puis ensuite, on va acheter une formation dans les 4 chiffres. Tu sais, donc, ça vaut la peine de construire aussi cette échelle-là de service, non seulement parce que ça suit notre processus décisionnel qui va petit pas par petit pas. Donc, c'est rare qu'on va acheter dans les 4 chiffres d'emblée avec quelqu'un qu'on connaît pas. Mais aussi parce que ça assure l'accessibilité de nos services aussi. Tu sais, donc, je pense que c'est aussi une bonne avenue pour travailler aussi avec des OBNL Fondations en pensant chacun de nos services, voir comment est-ce qu'on veut les concevoir. Excellent. Puis là, si on a convaincu les gens qui se disent « Ah, bon Dieu, j'ai envie d'explorer dans ma région ou autour de moi ou au Québec les causes que je pourrais desservir ou que je pourrais approcher. » Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des bottins? Tu fais comment, toi, pour développer ta clientèle? Je t'avoue que je fais très peu de démarchage. C'est quelque chose d'ailleurs que je voudrais faire un peu plus parce que je vois à quel point en fait, moi, mon principal, j'ai oublié de le dire, mais mon principal outil de marketing, celui qui vraiment me permet d'aller chercher ma clientèle, c'est de rédiger du contenu sur LinkedIn. Donc là, je le fais un peu moins dans les derniers mois, mais généralement, c'est 1 à 3 posts par semaine. Donc, ça peut être assez énergivore et tout ça, mais dans mon cas, je trouvais que ça fonctionnait bien. Je m'étalais pas sur différentes plateformes. J'ai développé aussi mon infolettre. Mais cette année, j'ai envie de continuer à rajouter quelques cordes à mon arc. Par exemple, peut-être un peu de publicité, Facebook ou autre. Rajouter aussi éventuellement un peu plus de démarchage, de prospection, surtout pour des nouveaux services que je veux développer ou quoi que ce soit. Parce que en fait, on développe une dépendance à certaines plateformes, réseaux sociaux, chose qui me déplaît de plus en plus d'avoir cette dépendance-là par rapport aux réseaux sociaux. Puis la deuxième chose aussi, c'est que je choisis quand même ma clientèle, mais c'est quand même elle qui vient à moi. Alors que en prospection, en démarchage, on prend le temps de réfléchir, avec qui j'aimerais travailler, puis on fait la liste, puis etc. Donc, il y a quelque chose aussi de vraiment où est-ce que on amène la notion de choix, je trouve, encore à un autre niveau. Tu sais, même si on s'entend, là, les clients avec qui j'ai travaillé, je les ai choisis, mais ils sont venus quand même vers moi. Donc, de vraiment aller aussi vers eux, c'est une autre stratégie que je souhaite rajouter. Et je te dirais que le bouche à oreille, ça fonctionne dans n'importe quel domaine. Le bouche à oreille, c'est très fort. On en parle très peu en marketing parce que on n'arrive pas à le mesurer facilement, mais il est très fort et dans le milieu des OBNL et fondations, il l'est encore plus. C'est un milieu qui est très, très tissé serré et c'est pas... Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs milieux qui vont dire ça, mais OBNL Fondation, c'est vraiment le cas. On le voit d'ailleurs même, il y a plusieurs coalitions, réseaux, tables de concertation, etc., donc, on le voit qu'il y a vraiment, tu sais, un lien entre les organisations qui est très fort. Donc, ça vaut la peine, comme on dit en anglais, de over-deliver, c'est de donner encore plus que ce qu'on avait convenu au départ, parce qu'on sait en fait que si on a un client satisfait, on risque d'en avoir plusieurs autres. C'est vrai dans bien des domaines, mais encore une fois, dans OBNL Fondation, encore plus. Donc, ensuite, pour ce qui est des causes, identifier les causes, c'est sûr qu'il existe, oui, quelques bottins réseaux là, sur Google qu'on peut trouver, dépendamment des régions puis des secteurs qu'on veut aller. Mais je pense qu'il y a comme une réflexion aussi à avoir pour la personne qui voudrait se lancer là-dedans. Est-ce qu'elle souhaite se nicher aussi dans une cause spécifiquement, tu sais, au-delà du service et de fait de travailler des OBNL Fondation, qui est déjà pas mal niché là en soi. Est-ce qu'on souhaite se nicher auprès d'une cause en particulier? Ça pourrait valoir la peine. Moi, je l'ai pas fait, mais je vois que de plus en plus de freelance se lancent aujourd'hui et dans ce milieu-là, dans le milieu engagé.
Puis moi, si j'étais pour faire une mini prédiction, c'est que je pense que la compétition va augmenter pas mal dans ce milieu-là, dans le milieu des freelances engagés, là, on va les appeler comme ça. Je pense que de plus en plus recherche justement ont ce besoin dont je parlais au début d'avoir un impact plus grand que soi, etc., d'être aligné dans ses valeurs et tout. Et donc, je pense que la compétition va augmenter, ce qui veut dire que peut-être, pour se différencier, ça va demander de se surspécialiser encore plus, puis peut-être dans un secteur ou dans une cause, pour une cause en particulier. Donc, je dis pas nécessairement qu'il faut le faire, mais ça peut valoir la peine d'y réfléchir. C'est vrai que les valeurs changent, puis les gens, c'est ça, la cause, l'engagement est de plus en plus présent, je pense, dans les discours. Je trouve ça intéressant ce que tu as amené aussi sur la culture d'entraide dans les OBNL. C'est vrai que c'est très fort. On se parle, on échange, il y a des coalitions, il y a des regroupements. Si par exemple, vous êtes allé dans des maisons de jeunes puis vous dites moi j'ai envie d'offrir un service pour les maisons de jeunes ou peu importe les maisons de la famille, ben il y a des regroupements nationaux, tu sais, régionaux de maisons de jeunes ou de maisons de la famille. Fait que des fois ça peut être aussi une porte d'entrée que de passer par un regroupement aussi, de vous faire connaître parce qu'après facilement ce regroupement-là peut descendre l'information si vous réussissez vraiment à faire votre place puis à convaincre ou à citer ou à offrir des fois une formation. Je prends par exemple le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, parce que bon, je sais mieux que je connais. Si vous allez offrir une formation au congrès des CJE, ben c'est quand même 111 CJE au Québec qui peuvent avoir accès à votre contenu, à la formation qui est offerte. Donc, des fois, c'est une porte d'entrée. Donc, c'est d'aller vérifier, un peu identifier les causes qui vous tiennent à cœur, d'aller vérifier s'il y a des regroupements nationaux, ça peut être une bonne idée. Sinon, j'ai envie de dire, tu sais, des fois, localement, tu sais, si dans votre communauté, vous voulez vous impliquer, faire une différence ou offrir un service près de vous, parce que ça peut être une stratégie que vous développez, ben il y a des corporations de développement communautaire aussi qui existent. Des fois, vous pouvez appeler, vous pouvez prendre l'information sur les sites Internet pour aller cibler peut-être des OBNL très près de vous, là, pour... c'est ça, peut-être faire un premier pas ou vous engager localement, là, ça peut être une bonne idée. Oui, carrément. Puis tu as raison de parler justement des réseaux, des coalitions, tout ça, parce que c'est vraiment une pierre sans coup. Là. Par exemple, si on prend le cas des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, ça peut être très intéressant pour ça. La deuxième chose à quoi je pense en t'écoutant, c'est que c'est intéressant d'aller dans la section membres, organisation membres de ces réseaux-là. Dans le cas, par exemple, du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, bon, c'est juste, là, si je peux dire, des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, dans le sens qu'il n'y a pas d'autres types d'organisations, c'est ça que je veux dire. Mais dans le cas de d'autres réseaux coalitions, par exemple, je pense ici à Montréal, le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal, si on va sur leur site avec les organisations membres, on va voir des organisations membres par secteur, donc le secteur de la santé, de la culture et tout. Et là, on a plein d'organisations dans ce secteur-là, donc ça peut être aussi très intéressant pour pouvoir aller cibler quelques organisations. Puis aussi, une autre chose, c'est de garder en tête que c'est ce qui fait des fois le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a il y a un roulement important d'employés dans les OBNL et fondations, et c'est le malheur justement de plusieurs gestionnaires qui doivent continuellement être en recrutement, en formation, etc. Mais quand je disais que le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est que pour des freelances, ça peut être aussi intéressant parce que, dans le fond, vous développez un lien avec une personne qui travaille dans une organisation X. D'ici 2 ans, il y a de fortes chances qu'elle travaille pour eux. Là, je dis 2 ans, ça peut être 3 aussi, là, mais il y a de fortes chances qu'elle va travailler pour une autre organisation. C'est encore une fois aussi le cas dans d'autres types de milieux, mais dans le milieu des OBNL et fondations, le roulement est encore plus grand. Donc, souvent, c'est juste de garder en tête que quand on développe des liens avec une personne, si on continue à maintenir ce lien-là, on risque d'avoir, au fil des ans, ça m'est arrivé moi-même, là, développer justement, elle va nous engager là, quand elle va être rendue dans une autre organisation. Je l'ai vécu à de nombreuses reprises, puis ça permet de démultiplier en fait le nombre de collaborations sans avoir à faire trop d'efforts, en fait.
Non, non, c'est un très, très bon point qui t'amène, effectivement. Quand les gens nous aiment, c'est ça, ils quittent, puis on suit. On se promène dans Exact, c'est ça. l'organisation. Donc, j'espère que ça vous convainc de réfléchir, ceux qui nous écoutent ou nous visionnent, en fait, à peut-être explorer cette avenue-là, parce que pour vrai, en plus, je pense, d'être valorisant, tu l'as dit, hein, c'est qu'on sert à plus grand que soi aussi. Là, on sert à des causes sociales, on est engagé dans le travail qu'on fait, être rémunéré pour aider à rayonner des organismes. Je pense que c'est hyper valorisant, mais il y a quand même des milieux qui ont besoin aussi. Donc, ça répond réellement à un besoin. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'explorer si vous nous écoutez aujourd'hui. En terminant, Charles, moi, j'ai une question pour toi. Je sais que tu aimes toutes tes projets, que tu aimes toutes les OBNL avec qui tu as accompagné, mais est-ce qu'il y a eu une histoire d'amour plus particulière que tu as eue avec un organisme ou une cause vraiment là, qui te tient à cœur particulièrement? Ben, il y en a une toute récente, mais je ne sais pas encore si je peux en parler, donc peut-être ça ira à une prochaine fois pour celle-là. Oui, il y en a plusieurs. Celle qui, je te dirais, qui remonte à maintenant, il y a 1 an ou 2 ans, j'ai comme perdu un peu le fil du temps. Donc, ça date un peu, mais qui me reste encore beaucoup en tête et dans mon cœur, c'est la campagne, le journal de Louise de l'organisation Relief. Relief, en fait, qui est une organisation de soutien à la santé mentale. Et l'équipe de Relief a développé, en collaboration avec Cossette, la campagne Le Journal de Louise. Et c'est une campagne qui a remporté de nombreux prix. Là, j'ai perdu un peu le fil. Là. Je pense qu'ils sont rendus maintenant à une douzaine, quinzaine de prix. Donc, vraiment aussi cette campagne-là dans l'industrie créative. Puis, au-delà de cette reconnaissance-là, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur parce que c'est d'abord et avant tout une cause qui me tient beaucoup à cœur, celle de la santé mentale. Et ça part aussi souvent de notre vécu à nous, là, c'est souvent le cas. Et donc, oui, la santé mentale, ça me tient beaucoup à cœur. Puis au-delà de ça aussi, j'ai vraiment aimé le fait que on a pu vraiment sortir des sentiers battus avec cette campagne-là. Tu sais, on parle souvent de, oui, oser, faites les choses différemment, tout ça, puis il y a encore plusieurs organisations qui ont peur de vraiment le faire, alors que oui, ça demande une prise de risque, mais ça peut être tellement, j'allais dire payant, mais là, c'est parce que payant, on voit un signe de pièce au bout, c'est pas nécessairement juste dans ce sens-là, je veux dire, mais ça peut vraiment nous rapporter beaucoup, tu sais, énormément en termes de notoriété, de positionnement, de valorisation, de feedback, d'impact qu'on va avoir aussi. Tu sais, on a eu plein, au-delà de la reconnaissance de l'industrie créative, il y a eu aussi beaucoup de retours, de témoignages, de personnes qui nous ont dit « ça m'a tellement aidé », tu sais, qui nous ont raconté vraiment des défis qu'elles ont eu à relever au niveau de la santé mentale, puis à quel point la campagne Le Journal de Louise les a aidés. Tout ça pour dire, en fait, j'en parle beaucoup, la campagne Le Journal de Louise, mais c'est une campagne où est-ce que Louise est un personnage fictif, en fait, et elle vit avec l'anxiété, mais au début, elle le sait pas encore, elle met pas un mot encore là-dessus. Et chaque semaine, elle écrit dans son journal ce qui lui est arrivé dans la semaine. Et donc, on la suit comme ça, elle vit toutes sortes de choses. Et c'est même aussi l'expérience aussi visuelle développée par Cossette, mais aussi par d'autres freelance comme Simon, Kevin, etc., qui vraiment ont contribué au succès de cette campagne-là. Mais c'est ça, ça vaut vraiment la peine d'aller la voir, le journaldelouise.ca. Ben oui, ben félicitations, tu vois, je l'avais vu passer, je trouvais donc l'idée était merveilleuse. Donc, puis je pense que oui, tous ceux qui nous écoutent, nous regardent, c'est pertinent si vous êtes solopreneur, entrepreneur. C'est effectivement la réflexion, elle est intéressante semaine après semaine, des fois se reconnaître un peu dans Louise, effectivement. Ben, je te dirais pour nous là, donc. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je te dirais, tantôt on en parlait de pourquoi, tu sais, c'est quoi les avantages de travailler dans le milieu des causes et tout ça. Je parlais de la valorisation au début, puis même d'écrire, parce que bon, mon rôle, vous le devenez, c'était vraiment d'écrire l'histoire de Louise. Même de l'écrire, tu sais, il y a eu quelque chose de thérapeutique là-dedans. Tu sais, ça m'a fait du bien d'écrire l'histoire de Louise, qui est un peu
la mienne, un peu celle de personnes qu'on connaît, ou tout ça, c'est un mélange de plein d'affaires, là. Mais c'est ça, comme tu dis, je pense que tout le monde peut un peu se retrouver à certains moments dans le parcours de Louise. Fait que, oui, c'est ça. Il y a eu quelque chose de thérapeutique aussi dans l'écriture de cette histoire-là, qui fait vraiment beaucoup de bien. Puis, je voulais aussi, Isabelle, revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Je tiens à le mentionner parce que tu parlais, si jamais ça vous tente de vous impliquer pour des causes et tout ça. Puis, souvent, je pense, c'est que on associe beaucoup les causes aux OBNL, aux fondations, puis on pense à des enjeux comme, par exemple, tout ce qui est équité, diversité, inclusion, droits humains, lutte contre les changements climatiques, santé mentale, etc. Tu sais, ce que plusieurs vont appeler les grandes causes, les grands enjeux de société, mais je pense qu'il y a aussi moyen de travailler dans le milieu des causes, sur des enjeux qui, par exemple, je pense entre autres à une freelance avec laquelle j'ai travaillé, qui est à la tête de Nimble Bubble, que tu connais peut-être, là, qui va vraiment, elle va vraiment en fait les entreprises à voir comment faire pour donner un feedback qui est positif auprès de nos employés. Tu sais, comment créer une culture du feedback positif, de la rétroaction. Puis pour moi, tu sais, c'est une cause en soi. Parce que ça contribue justement à un meilleur environnement de travail. Donc, pour moi, c'est une cause en soi, tu sais. Et c'est peut-être pas la première cause qui me viendrait en tête quand on parle du milieu, des causes sociales, mais pour moi, ça comprend en fait plein de choses, tu sais. Donc, je pense que peu importe comment est-ce qu'on a un impact, petit, grand, puis dans quel secteur, quel milieu on veut l'avoir, quoi que ce soit, je pense que on peut dire qu'on œuvre là, dans le milieu des causes sociales, dans le milieu engagé, là. Effectivement. Puis, tu sais, j'ai envie de clore sur, je vais surfer sur ton retour, là, mais si vous nous écoutez, puis des fois vous dites, ouais, mon entreprise, c'est moins pertinent pour les OBNL, mais tu sais, j'aimerais faire une différence, ben, n'hésitez pas aussi des fois de vous impliquer sur des conseils d'administration, aller offrir un peu de votre temps. Tu sais, là, ça va être la saison des jardins, vous avez des légumes en trop, ben il y a des organismes qui font de la popote ou qui nourrissent tu sais, les plus vulnérables aussi autour de vous. Donc, des fois, on peut pas toujours servir la cause ou tu sais, dans notre modèle d'affaires, mais n'hésitez pas comme entrepreneur aussi à aller faire une différence en partageant votre expertise autrement dans votre communauté. Donc, le but aujourd'hui, c'était de sensibiliser beaucoup, vous offrir la perspective d'affaires qu'il y a des OBNL qui ont des grands besoins, puis il y a des belles opportunités, mais il y a aussi beaucoup d'OBNL qui ont besoin aussi de gens engagés, qui vont offrir de leur temps, de leur expertise. Donc, n'hésitez pas des fois à tendre la perche. Si des fois on peut semer ça, ben vous allez pouvoir contribuer aussi à cette grande cause-là. Même si ça vous ramène pas de l'argent, ça va vous faire grandir comme personne, assurément. Donc, merci Charles, t'as amené vraiment une belle réflexion humaine. C'est inspirant ce que tu fais. Cette vocation que tu as, tu sais, c'est ton métier, mais on sent l'amour que tu as aussi pour ces causes-là, puis ce que ça t'amène. Là. On sent aussi que ça t'amène aussi beaucoup comme individu. Là. Fait que merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ben, merci beaucoup à toi, Isabelle. Merci. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à venir nous donner une mention j'aime ou nous laisser un commentaire. À la semaine prochaine pour un extra.